Alexeï Voïnov est un écrivain et traducteur russe. Il a fui son pays au début de la guerre et est aujourd'hui en exil. Il est né en 1977 à Moscou, où il a fait des études en linguistique, puis à l'Académie de l'édition et à la faculté franco-russe de l'Université de Moscou, puis finalement à la Sorbonne, à Paris 4. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont une partie est publiée en Russie, mais également aux États-Unis, en russe. Ses premiers récits ont été très vite remarqués par l'écrivain et philosophe russe Youri Mamleïev, figure majeure de la littérature russe et pionnier de la littérature russe contemporaine, qui s'est exilé aux États-Unis de 1974 à 1993. Mamleïev a publié des textes d'Alexeï dans les 2 anthologies qu'il a réalisées sur le réalisme magique russe. Alexeï Voïnov écrit des textes courts qui sont liés entre eux par un thème général. Mais ce thème qui réunit des récits très différents les uns avec les autres ne se révèle au lecteur qu'à la fin du livre. Son écriture n'est pas traditionnelle, dans le sens où ses textes n'ont pas de sujet clairement établi. Ce sont plutôt des aquarelles ou des carnets de voyage dans un monde plus souvent intérieur. On pourrait les comparer aux études viennoises de Peter Altenberg ou à la prose de Sebald. En Russie, Alexeï préparait toujours lui-même les maquettes de ses livres, le choix des photos et des illustrations. Il est inutile de dire qu'après son départ, après sa fuite, il ne pourra plus y être publié. Alexeï est également traducteur depuis plus de 25 ans d'œuvres francophones. Il recherchait régulièrement des auteurs peu ou pas connus en Russie, pas encore traduits, pour les faire découvrir au public russe et les publier en général dans des maisons d'édition indépendantes. Il a fait découvrir, entre autres, aux lecteurs russophones les œuvres de Marguerite Duras, Charles Ferdinand Ramu ou Julien Green. Il a traduit des auteurs comme Yann Andrea, Valérie Larbaud, René Crével et Balthus, qui étaient alors tous inconnus en Russie. Il a consacré beaucoup de temps aux traductions des livres d'Hervé Guibert et à soutenir des œuvres défendant les droits de l'homme et les droits LGBT. Il a donné également de nombreux cours, publics et gratuits, dans le cadre de l'école de cinéma nouveau et au centre Sakharov, aujourd'hui fermé par l'État. Il n'y a pas si longtemps, il avait encore beaucoup de projets différents dans plusieurs maisons d'édition, mais la guerre a tout changé. Il vit aujourd'hui en Allemagne avec son mari qui étudie à l'université de Heidelberg et il a, en tant que membre de la famille, la chance d'avoir un permis de séjour temporaire. Il vient de terminer la traduction d'un livre de Marguerite Duras, Abam Sabana David, qui raconte l'invasion soviétique en 1968 en Tchécoslovaquie. Ce livre sortira en Israël, dans une maison d'édition fondée par des émigrés russes, pour un public russophone. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour le moment pour continuer à publier ses traductions en russe. Il travaille actuellement au Château de Lavigny sur la traduction de 3 romans de Charles Ferdinand Ramu qui seront également publiés en russe en Israël. Et il travaille aussi à son propre projet littéraire, le récit de son départ de la Russie, dont le titre provisoire est L'hiver sans neige. Alexeï. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sophie, merci beaucoup pour cette présentation. J'ajoute quelques petits mots. Donc, je suis parti de la Russie au printemps 2022 avec mon mari en signe de notre protestation contre la guerre, contre le génocide en Ukraine et contre la violation des droits de l'homme. Je me sens obligé de le préciser chaque fois parce que c'est devenu une sorte de titre pour moi. À Lavigny, je travaille sur un projet du livre lié justement à cette guerre dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voudrais vous lire un extrait très court de mon livre qui était écrit avant la guerre et qui s'appelle « La raison du sommeil ». La traduction n'est pas bien parfaite, mais vous verrez de quoi s'agit-il. Ce texte court s'appelle « La chienne ». Je venais de très loin. Je marchais depuis si longtemps que je ne me souvenais même pas d'où. Plus près, vers la maison, une chienne a commencé à me suivre. Elle marchait avec moi, elle reculait, s'arrêtait, puis, se réjouissant, me rejoignait, et je me penchais pour la caresser. Elle était rassée, elle s'était probablement perdue,
Elle portait un collier et se faisait caresser avec douceur, puis il s'effrayait de la cigarette et des mouvements brusques. C'était une femelle qui renflait les narines mouillées en me regardant tristement, et plus je marchais, plus elle s'arrêtait. Tout d'un coup, j'ai pensé que je l'avais volée, mais la chienne était barbouillée, ce qui signifiait qu'elle était perdue depuis longtemps, et maintenant elle ne faisait que renifler tous ceux qui passaient. Et j'avais déjà peur qu'elle parte avec quelqu'un d'autre, qu'elle reconnaisse son propriétaire, qu'elle ait peur de venir avec moi. Elle s'effrayait des taches sombres des broussailles et se figeait, mais je calculais bien. Il me suffisait de partir un peu plus loin et en clappant des lèvres, elle quittait son poste et se précipitait vers moi. Et je savais que si elle restait avec moi, elle serait la plus gentille et ne me quitterait jamais. Je connaissais déjà les terrains vagues de nuit où l'on peut s'allonger à n'importe quel endroit et regarder où on veut, en s'imaginant que de l'autre côté, on pourrait être beaucoup plus heureux. J'ai longtemps hésité à frapper à la porte et la chienne ne s'est pas enfuie. Elle remuait la queue comme si elle avait trouvé une vieille porte familière et se jetant sous les jupes des femmes, elle les effraya soudain. Et les femmes ne l'autorisèrent pas à entrer. Je voulais manger, j'ai demandé à la nourrir. Quelqu'un est allé lui apporter de la nourriture. Elle gémissait. Ensuite, je voulais la laver moi-même et l'appeler pour dormir à mes côtés. Je me réjouissais d'être dans la chaleur de la maison. On m'embrassait de nouveau, tournant au milieu de la pièce. J'allais auprès de chacun et reniflais les odeurs. J'observais les reflets du feu dans les yeux des convives. Et il me semblait que ces yeux étaient comme des fenêtres dans des maisons d'autrui, comme là-bas dans la rue. Je mangeais de la viande saignante et puis je cheminais dans l'obscurité tardive de porte en porte, sans discerner de quel côté était la pièce dans laquelle j'ai dormi autrefois. La fumée des cigarettes m'effrayait et j'étais cette chienne. À un moment donné, j'ai dû mettre de côté ce type de texte sans sujet qui ressemble pour moi à l'aventure. Doris Jakubek m'a offert un livre de Catherine Sayn-Wittgenstein. C'est lui qui s'appelle La fin de ma Russie. Madame Jakubek a expliqué que c'est la grand-mère de Vera Michalski-Hoffmann. Tout d'abord, je me suis dit, non, maintenant c'est la fin de ma Russie. Et puis, mon pays n'arrête pas de mourir et en même temps, il n'arrête pas de tuer, à l'extérieur comme à l'intérieur de ses frontières. Et on n'arrête pas d'écrire sur les départs de la Russie à cause de ça ou de ça. Je n'ai jamais cru qu'un jour, j'entrerais dans ce cercle de ceux qui étaient obligés d'abandonner leur maison. Eh bien, je suis là-dedans, rien à faire. Je fais le même chemin qui était fait par des milliers de gens d'avant. Je ressens la même inquiétude, la même terreur. Je comprends enfin pourquoi les gens partaient n'importe où, souhaitant juste sortir le plus vite possible. Et ce n'est que plusieurs mois après qu'ils réalisé où ils voulaient rester déjà pour longtemps. Au bout d'un moment, je me suis demandé, est-ce qu'il faut décrire ça? Est-ce qu'il faut répéter les mêmes horreurs dans un livre de plus? Mais je n'ai pas eu le choix. Je l'ai compris tout de suite. On ne peut pas garder le silence ne disant rien sur la guerre et le génocide. On ne peut pas faire semblant que tout va bien. Et le fait qu'il y a beaucoup de livres sur cette horreur n'est pas un prétexte pour se taire, au contraire. Je ne vais pas vous lire ce texte en russe, mais je vais vous raconter quelques épisodes. C'est plus facile à comprendre en français. Avant la guerre, nous supposions déjà qu'il faudra peut-être partir un jour ou l'autre, dans le futur, peut-être, on ne sait jamais. Je vendais des vieux objets qui restaient dans l'appartement. Parmi eux, il y avait un poste de radio. Et mon père, qui vivait à la dacha, m'a dit « Le poste de radio, tu le gardes. » Pourquoi? Parce qu'il va te servir quand il y aura de la guerre. Quelle guerre? Avec l'Amérique.
Je ne vous raconte pas ce que c'était pour moi d'apprendre l'annonce de cette opération militaire spéciale, entre guillemets. Mais dans quelques heures, je suis sorti dans la rue, j'ai marché quelques minutes et j'ai vu plein de personnes âgées avec un poste de radio portatif à la main. Ils écoutaient les nouvelles. J'avais l'impression qu'ils gardaient ce vieux truc pour un jour comme celui-là. J'avais l'impression qu'ils attendaient ce moment même avec impatience, comme s'ils avaient de nouveau un boulot. Et j'en ai vu une dizaine. C'était un monde de Kafka ou de Harms. Dans quelque temps, j'ai été à la poste pour envoyer une lettre. Devant moi, dans la queue, il y avait une femme. Elle a parlé à tout le monde. Elle disait les choses suivantes. Dès qu'ils sont entrés, je me suis précipité pour acheter les climatiseurs. Mais tout de suite, vous voyez. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait longtemps que je voulais en acheter, c'est bien le moment. D'abord, j'ai rien compris, et tout d'un coup, elle s'est précipitée pour acheter les climatiseurs dès que l'armée russe est entrée en Ukraine. Elle avait peur de perdre son argent à cause de la guerre, et c'était ça pour elle le plus important. Je ne peux pas oublier cette scène. Parallèlement à ce travail d'écriture, je fais à l'avenir un recueil des vers des poètes ukrainiens, biélorusses et russes, exilés, qui écrivent sur la guerre. Je vais vous lire un court poème de ce recueil, qui est écrit par la metteuse en scène Zhenya Berkovitch, qui est actuellement à Moscou. Elle était dénoncée avec l'autrice dramatique Svetlana Petrichuk pour leur spectacle qui a reçu l'année dernière 2 masques d'or et 4 nominations pour ce prix qui est l'équivalent d'un Oscar dans le monde théâtral russe. Les 2 femmes sont en prison, mais il n'y avait pas de tribunal. Ils l'attendent depuis 6 mois en prison. То ли новостей перебрал, то ли вина в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор, за окном. «У меня, — говорит, — к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в Facebook? Ни в каком контексте, ни с буквы Z, ни без буквы Z, просто возьми и не делай этого», — просит дед. «Никаких побед моих именем, вообще никаких побед». Также он продолжает: «Я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень, и делает так рукой. Мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа, я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал, ты все это не выбирал, но ведь я тоже не выбирал. Но прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы уже, все, ребята, нас забрала земля. Можно вы как-то сами, как-то уже с нуля? Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя сделать так, чтобы я был, наконец, забыт». Но ведь я забуду, как в Русском музее мы искали 9-й вал. Как я проснулся мокрый, а ты меня одевал. Как читали Пришвина, как искали в атласе полюса. Как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса за любым самолетом, как подарил мне увеличительное стекло. «Ничего, — отвечает дед, исчезая, — тебе ведь и это не помогло». Je lis ce poème une centième de fois parce que je l'aime énormément et chaque fois j'ai un fourmillement. J'ai des accords d'un éditeur magnifique suisse et j'espère que les 2 projets seront publiés l'année prochaine en français en Suisse. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus. Merci à Fischer Stiftung qui m'a permis de travailler tranquillement en Lavénie. Et merci immense à Sophie qui garde sous ses ailes autant d'écrivains fabuleux et autant de traducteurs géniaux venus ici du monde entier. Merci.